On sait que c'est un sujet très important aujourd'hui. Nous allons en parler pendant 1 h 30 minutes, Inch'Allah. Nous précisons d'emblée que l'ARTP, sa représentante, Madame Aïdara, elle est prise dans une conférence téléphonique, mais elle va nous rejoindre d'une minute à l'autre. De toute façon, nous avons pris nos devants journalistiques. Si elle tarde, nous avons déjà prévu 3 capsules, 3 interventions de Madame Aïdara, dans lesquelles elle aborde bien évidemment la thématique du jour qui porte sur la monnaie électronique au Sénégal, autrement dit le mobile money, si on parle anglais. De toute façon, l'expression est devenue inévitable aujourd'hui. Si vous ne prononcez pas cette expression, vous allez d'ailleurs donner l'impression de ne pas être inna. Donc, vous avez intérêt à dire mobile money à la place de monnaie électronique, mais le francophile que je suis y tient quand même, tient à ce qu'on dise monnaie électronique, même si c'est évident que on se comprendra également sur l'expression mobile money. L'ARTP va donc nous rejoindre au cours de cette émission, si c'est possible. Sinon, comme je l'ai précisé, nous avons déjà 3 interventions de l'ARTP qui sont là à partager donc au cours de cet échange. Je rappelle que nous recevons cet après-midi, en plus de Madame Aïdara, je dis bien nous recevons parce qu'elle est déjà parmi nous, qu'elle soit maintenant côté interactivité ou pas, elle est déjà avec nous. La directrice générale de Web Sénégal, Madame Koura Sentine, Koura Tinsen, qui j'ai inversé un peu, qui est également avec nous, qui nous fait le plaisir d'échanger parce que, bien évidemment, on ne peut pas parler de monnaie électronique au Sénégal sans recevoir Web Sénégal, sans recevoir Orange Money à travers, bien évidemment, son nom officiel Orange Finance Mobile Sénégal, représenté par Cheikh Diongbay, que j'ai également le plaisir de recevoir, dont j'ai le plaisir d'ailleurs de faire la connaissance. Comme quoi, en préparant ces panels, on rencontre tellement de monde. C'est également le cas avec Koura Tinsen, Koura Sentin aussi, Tinsen. Koura, vous allez m'aider un peu à rectifier un peu tout Ça ça. ira. Courage, Voilà, ça ira. c'est bon. Koura Tinsen, voilà. Koura Tinsen de Web. Et puis, nous avons également Daouda Dem. Daouda Dem est évidemment de Bizao, qui est une fintech. Décidément, le monde des fintech est bien celui de Daouda Dem, qui, la dernière fois, lorsque nous échangions dans une émission à la radio au Sénégal, sur la bande FM, il était chez InTouch. Maintenant, il est chez Bizao. De toute façon, il est toujours dans les fintech. Je taquinais tout à l'heure en lui disant en off que ce sujet-là est le sien parce que simplement, quand on connaît Daouda, on connaît évidemment toute l'affection, toute la passion qu'il a pour ce qui est de ces sujets liés à la monnaie électronique. Je vais démarrer ce panel en remerciant évidemment tous les acteurs qui sont avec nous encore une fois cet après-midi. Ce n'est pas évident, mais ils essaient quand même de le faire malgré un calendrier assez chargé. Nous le savons tous, ce n'est pas évident actuellement, d'autant plus que chacun a des occupations particulières par-ci et par-là, mais malgré tout, tout le monde, en tout cas les fidèles de ces après-midi de la tech, tiennent à être au rendez-vous. J'en profite pour les remercier infiniment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas évident. Je remercie également, ou plutôt notamment tous ces fidèles qui sont avec nous chaque mercredi. Les acteurs sont en train de se demander s'il faut décaler ça davantage ou maintenir la périodicité actuelle. Autrement dit, tenir les panels chaque mercredi ou plutôt les espacer un peu. Nous sommes en train d'y réfléchir et comme je le précise à chaque fois, les panels sont les panels de l'écosystème. Ils seront ce que l'écosystème voudra bien qu'ils deviennent. Donc ça, il n'y a aucun souci pour ça. Pour démarrer, en attendant que Mme Aïdara nous rejoigne, qui veut dire côté interactivité, je vais démarrer par elle, Mme Aïdara, en charge des communications électroniques à l'ARTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal. Elle va nous faire d'abord le point sur la régulation. Et je précise également, avant d'aller plus loin, que nous avons cherché à voir la BCAO
j'ai envie de dire, comme d'habitude, évidemment, c'est difficile, mais évidemment, pour équilibrer, nous avons envoyé une invitation en bonne et due forme à la BCEAO, qui peut-être un de ces jours, de ces années ou de ces siècles à venir va accepter de nous rejoindre sur des panels comme celui-ci. Pour donc démarrer, en saluant le public qui est avec nous sur Zoom et sur Facebook, pour démarrer, nous allons donc écouter Madame Aïdara de l'ARTP. Elle va nous parler des aspects régulation. Après, nous nous retrouvons juste pour la suite en donnant la parole naturellement à Koura, à Cher et puis à Daouda. On écoute d'abord l'ARTP pour nous faire le point aujourd'hui actuellement sur la régulation. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu convier l'ARTP à ce panel, qui à mes yeux, c'est un panel extrêmement important aujourd'hui dans tout ce qui est digitalisation et notamment ce qui concerne la monnaie électronique. Donc, avant même de dire où est-ce qu'on est à la RTP dans la question concernant l'émission de monnaie électronique, je voudrais d'abord, si vous le permettez, de rappeler un peu le cadre réglementaire, parce que je pense en tant qu'autorité de régulation, tout ce qu'on fait, c'est adossé à un cadre réglementaire, notamment le code de communication électronique. Donc aujourd'hui, tout ce qui est émission de monnaie électronique est soumis à deux réglementations. La première concerne notamment la Banque centrale et la deuxième réglementation concerne le code de communication électronique. Pour ce qui concerne la Banque centrale, je ne vais pas aller dans les détails parce que quand même ce n'est pas la prérogative de la RCP, mais c'est justement de rappeler que c'est l'instruction 008-05 de 2015 qui régit un peu les conditions et modalités d'émission de monnaie électronique. Pour ce qui concerne le cadre réglementaire, ce qu'il faut savoir que conformément à la loi 2018 portant code de communication électronique, les émissions de monnaie électronique est considérée comme une activité de service à valeur ajoutée. Donc, c'est soumis au régime de la déclaration. Notamment l'article 65 et suivant du code. Et également dans ce code de communication électronique stipule que les opérateurs de communication électronique ont l'obligation d'avoir une entité économique qui est distincte de l'activité de communication électronique que nous régulons. Ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, qu'effectivement l'activité de monnaie électronique utilise le support de communication électronique qui est régulé naturellement par l'autorité de régulation de télécommunications et des postes. À ce titre, la RTP effectivement instruit les demandes de déclaration parce que tous les EME sont soumis au régime de la déclaration. Ce qui dit régime de la déclaration, c'est en fait les demandes de déclaration qui ont été instruites au niveau de l'autorité de régulation. L'autorité de régulation également veille au respect des règles de la concurrence, notamment conformément aux dispositions du Code de communication électronique, mais aussi des directives de CEDEAO et de l'UEMOA. L'autorité de régulation aussi assure que les acteurs, en tout cas qui mènent des activités de monnaie électronique, en tout cas qu'il n'y aura pas de pratiques anticoncurrentielles. Donc, ces acteurs-là, ayant des services équivalents, reflètent de mêmes règles et enfin, aussi l'objectif qui est visé ici, c'est en fait de veiller au traitement équitable des services similaires. Aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais aujourd'hui, on assure aussi les ressources, en fait, la gestion des ressources qu'on met à disposition de ces acteurs pour faciliter en tout cas l'émission des monnaies électroniques.
Je vais peut-être mettre en exergue quelque chose, et notamment le code de USSD. C'est des ressources qui sont aujourd'hui gérées par l'autorité de régulation et qui sont soumises de manière gratuite, parce que c'est l'objectif de la RTP d'accompagner les acteurs pour qu'il y ait une inclusion financière et facilite au Sénégalais lambda qui est dans une zone le plus reculée d'avoir accès, en tout cas à ces services qui ne nécessitent pas une connexion Internet. C'est juste des sessions interactives, et les tarifications liées à ces sessions sont encadrées par l'autorité de régulation. On a mis en place une décision d'encadrement pour l'ouverture de ces codes qui sont, pour rappel, avant, c'était plutôt les opérateurs titulaires des licences de télécommunications qui en bénéficient et qui mettent à la disposition de leurs filiales, notamment Orange Money et Free Money. Aujourd'hui, nous, on a fait quand même la libéralisation de ces codes qui permet aujourd'hui à n'importe quelle entreprise, à condition qu'elle soit déclarée à notre niveau, d'avoir accès à ces ressources et développer ce menu, les USSD, notamment pour tout ce qui concerne les services financiers mobiles. La RTP aussi veille à tout ce qui est qualité de service. Comme vous le savez, quand on utilise les supports de communication électronique, quelque part aussi il y a la qualité des services. On veille à ce que les canaux qui sont utilisés pour l'activité des services financiers sont quand même de qualité. On veille sur ça. Voilà, Ousmane, pour la première question. J'espère que je n'étais pas trop longue. Pour dire, après, je reste à disposition peut-être pour des compléments d'information. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, comme on dit, mais voilà, en résumé sur la première partie de votre question. Voilà, comme si elle était avec nous cet après-midi, mais je ne désespère pas de la voir se joindre à nous un peu plus tard. C'est important qu'on ait cette réactivité comme on est dans un panel. Pour ce qui est des participants là présents réellement avec nous, nous allons démarrer par Koura de Web. Qu'est-ce qui fait actuellement que ça tarde encore cette interopérabilité? Si je ne me trompe, le Ghana y est depuis 2018. Au Sénégal, c'est un vieux projet. Dites-nous un peu, racontez-nous un peu en coulisses qu'est-ce qui fait que chez les opérateurs, c'est lent, c'est lent. L'exemple, bien sûr, de Web, c'est quoi le souci chez vous? Bonjour Ousmane, bonjour à tous les autres participants, bonjour Monsieur Mbaye de Orange, bonjour à Daouda que j'ai eu à croiser chez InTouch parce que on est dans un petit monde et on se croise un peu, nos chemins se croisent souvent. Donc, je dis aussi bonjour de loin à Mana Aïdara, que je connais très bien parce qu'elle est toujours là présente pour nous, acteurs du secteur. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille en étroite collaboration avec la RTP, parce que Wave n'est pas une société de télécommunications, mais Wave est vu par la RTP comme un fournisseur de valeur ajoutée par rapport au mobile. Donc, voilà, elle a campé un peu le décor, elle a un peu parlé de la régulation, du rôle de la RTP et brièvement du rôle de la BCAO. Donc, pourquoi ça tarde? Alors, je ne saurais le dire personnellement parce qu'en fait, Wave aujourd'hui, donc je vais parler rapidement de Wave. Oui. Wave aujourd'hui est un opérateur qui propose des services financiers mobiles sous partenariat bancaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille sous la licence de UBA et de Ecobank. Et donc, à ce titre, nous ne nous asseyons pas à table avec les régulateurs. Et ce sont nos EME qui nous représentent là-bas. Donc, en l'occurrence, UBA et Ecobank. Ce que je peux dire, moi, en tant qu'acteur du milieu, pourquoi? Oui. Je vais dire ma pensée. Oui. Alors, je sais que donc l'interopérabilité est un projet que la BCAO avait comme ambition de lancer en juin 2020. Lancer la plateforme carrément. Je sais que, il y a eu des blocages, notamment le Covid, que tout le monde comprend, qui a ralenti un peu les travaux. Mais c'est un projet très, très, très ambitieux parce que ce projet a pour but, en fait, de permettre l'interopérabilité de tous les services financiers numériques entre les banques, les EME, les SFD.
encore au niveau régional, en fait. Pas juste au Sénégal, mais Oui, sur tous les mois. Donc, c'est un projet très, très ambitieux qui va permettre, en fait, aux utilisateurs de pouvoir échanger compte à compte. Donc, aussi bien entre comptes bancaires, mais aussi oui. entre banques et EME et SFD. Mhm. Et donc, ça veut dire intégrer tous les canaux de communication et mutualiser les efforts. Et donc c'est vraiment un projet ambitieux. Et ce genre de projet, en fait, pour que ça marche, il faut l'adhésion de tous les acteurs, notamment les plus grands. Notamment les plus grands. Mais j'ai bon espoir que ça va aboutir parce que, par exemple, la banque l'a réussi au niveau la Banque centrale a réussi au niveau des banques. Oui, Aujourd'hui, ça nous semble naturel de pouvoir retirer avec notre carte bancaire dans le réseau d'une autre banque, qui n'est pas la nôtre. Euh, Si on se projette quelques années en arrière, ce n'était pas vraiment possible. Si j'avais une carte d'une banque A, je ne pouvais pas vraiment retirer oui. dans une banque B. Je devais aller dans ma banque. Quand ça a été lancé, les tarifs étaient assez exorbitants quand je retirais dans une autre banque. Aujourd'hui, on voit que les tarifs sont à la baisse. Donc, ça veut dire qu'en fait, la BCAO a déjà réussi à faire une intégration, une interopérabilité au niveau des cartes bancaires entre les différentes banques de la zone. Aussi, quand je me rends en Côte d'Ivoire, je peux retirer facilement, même quand ce n'est pas ma banque. Et donc, en fait, le but, c'est de vraiment embarquer la monnaie électronique dans cette interopérabilité. Ce n'est pas mince à faire. Donc, comme je disais, il faut que tout le monde joue le jeu, y compris les plus grands. Euh, Après, moi, mes questions, Oui, donc, mais c'est dommage que la BCAO ne soit pas là ou même la RTP, oui. c'est que moi, j'aimerais bien qu'au cours de ce débat, on aille plus loin sur dire quels sont les avantages pour le client réellement. Mhm. J'ai ma petite idée là-dessus, mais on y reviendra plus tard. Oui, oui. Mais aussi, quels sont les avantages pour les acteurs? Par exemple, moi, en tant que Web Sénégal, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Euh, cette interopérabilité. Parce que tant que la BCAO et l'ARTP ne permettront pas en fait aux acteurs, notamment les plus grands, qui dominent le marché aujourd'hui, de voir en fait ce que ça apporte, ça va traîner parce qu'on a besoin de l'adhésion de tout le monde. Et moi aussi, j'aimerais bien savoir aussi comment la BCAO et l'ARTP travaillent ensemble. Parce que là, on peut voir que la BCAO réussit bien à, à gérer, à réguler les banques entre elles. On voit bien que l'ARTP réussit bien à réguler les telcos entre eux. Maintenant, le mobile money, c'est quelque chose en fait encore plus compliqué parce qu'en fait, c'est un business qui réunit ces deux domaines, aussi bien le telco que la finance. Et c'est là que ça devient un peu compliqué et intéressant à la fois. Et je veux juste finir en disant que le marché, nous les acteurs, nous n'attendons pas en fait cette régulation. Nous avons avancé. J'en veux pour preuve. Quand vous avez des agrégateurs du type InTouch, ATPS, c'est une forme d'interopérabilité qui se fait au niveau Oui. des agents. Mhm. Voilà, au niveau des agents, et ça a de la valeur. Même si aujourd'hui, il y a peut-être encore des préoccupations réglementaires, techniques et tout ça par rapport aux agrégateurs, mais ça, c'est une initiative qui n'a pas attendu que ce soit fait au niveau des banques, la plateforme globale, mais il y a des plateformes mises en place par des agrégateurs qui essaient de rendre interopérables les monnaies au niveau des agents. Il y a aussi des partenariats entre les acteurs. J'en veux pour preuve le partenariat entre MTN et Orange Oui. en Côte d'Ivoire, où ils se sont alors, ils deviennent encore plus gros et plus impressionnants pour nous, pauvres petits qui arrivons sur ces marchés-là. Mais ils sont ensemble et ils sont interopérables et voilà, ils n'ont pas attendu le régulateur. Après, d'autres initiatives encore plus petites, aujourd'hui, comme les banques to wallet, aujourd'hui, en fait, les banques et les mobile money commencent déjà à se parler via des produits de banque to wallet où, en fait, l'utilisateur peut échanger entre ces différents comptes, mais il reste toujours soumis à l'entente entre deux. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux m'entendre avec des banques pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu, en tout cas au Sénégal, deux mobile money s'entendre pour faire ça, mais il y a des initiatives. Il y a Oui, des initiatives Madame Sen? oui. Oui, excusez-moi, pour poursuivre un peu dans votre logique, est-ce que, certes, tout le monde convient qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour mettre au point cette interopérabilité parce que ce n'est pas simple, mais en même temps, est-ce que le régulateur bancaire ne prend pas trop de temps parce que vous l'avez dit, de toute façon, les acteurs n'attendent pas. Il y a notamment cette application dont nous avons reçu le concepteur que vous connaissez sûrement
une application aujourd'hui qui intègre même cette interopérabilité directement. Il suffit d'y être pour voyager entre les différents opérateurs de monnaie électronique au Sénégal. Est-ce qu'on comprend quand même ces lenteurs du régulateur? Alors, je pense que le public ne le comprend pas. Je pense que le public ne le comprend pas Donc, tu parce m'as que dit, vous le comprenez, vous les comprenez. nous, les acteurs, on peut le comprendre en fait. On peut comprendre qu'il faut, en fait, ce n'est pas un changement brutal, il faut l'adhésion de tout le monde parce qu'il y a beaucoup de, je peux dès à présent parler des défis mais le grand public ne le comprend pas. Aujourd'hui, nous-mêmes, en fait, en tant que web, nos clients vont nous dire, est-ce que je peux transférer mon argent dans tel compte vers Wave ou vice-versa? En fait, on leur dit non. Ils nous disent, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Et donc, oui, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend, mais on attend le régulateur. On pourrait très bien le faire entre nous sans attendre la BCEAO, puisqu'on le fait avec les banques. Aujourd'hui, il y a le banque toilette. On n'a pas attendu le régulateur pour nous dire, pour nous forcer à nous intégrer avec les banques. On pourrait très bien le faire, mais pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la vraie question. Pourquoi aujourd'hui, on ne va pas s'asseoir avec un concurrent et dire est-ce qu'on peut s'intégrer pour permettre à nos clients de s'échanger? C'est ça la vraie question. Pourquoi on attend le régulateur? C'est long côté régulateur, mais c'est parce que je pense que les régulateurs essaient d'embarquer tout le monde. Oui. Voilà. Et ont la légitimité de le faire. C'est leur rôle, en fait. Ils ont la légitimité de le faire, de le forcer, mais est-ce que ça va marcher? Parce que pour moi, aujourd'hui, les grandes questions, c'est OK, combien ça va coûter? En fait, combien ça va coûter à un petit comme Wave devant un autre grand? Donc, en fait, aujourd'hui, on attend la BCEAO. Aujourd'hui, les acteurs, je pense que c'est parce que les acteurs sont de tailles différentes ou ne se comprennent pas. Aujourd'hui, entre les banques et les mobile money, les choses sont claires. On sait qui est fait pourquoi. Donc, la banque, elle va dire, OK, moi, je ne veux pas des clients de telle et telle catégorie. D'ailleurs, nous, si on existe, c'est parce que la banque n'arrive pas à gérer ces clients-là. Donc, OK, je ne peux pas les gérer. Vous les gérez à ma place, OK. Mais en fait, aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui sont en même temps des deux côtés. Et qui ont, par exemple, besoin de payer leurs factures facilement, de faire des choses. Donc, intégrons, parce que moi, je n'ai pas l'ambition, en fait. Aujourd'hui, le mobile banking est très en retard dans nos pays. Le mobile banking, ça aurait été, en fait, que la banque puisse offrir tous ces services-là. Mais la banque ne l'offre pas. Donc, aujourd'hui, la banque est à l'aise pour intégrer avec des gens comme Wave ou Orange Money et permettre l'interopérabilité entre la banque et le mobile money. Mais la question, c'est comment on fait ça entre deux mobile money? Oui. Voilà. Comment on arrive à s'entendre alors qu'on est concurrent sur des tarifs, sur la régulation, sur est-ce que le plus gros ne va pas me taxer trop cher? Toutes ces questions-là, c'est peut-être là qu'on a besoin du régulateur qui vient dire OK, on va le faire peut-être comme ça. Justement, on a besoin du point de vue du régulateur, du point de vue également des autres acteurs qui sont dans l'écosystème. Et c'est vraiment un plaisir. Vous avez nommé tout à l'heure Orange Money, d'avoir Orange Finance Mobile Sénégal dans ce panel à travers Cheikh Diongobay, qui est le directeur de la conformité des risques et du contrôle interne, qui gère un peu ce département. Cheikh, merci d'être avec nous. Alors, au lieu d'attendre que le régulateur arrive avec les lenteurs qu'on reconnaît ici et ailleurs, est-ce que les opérateurs ne devraient pas déjà démarrer un peu des concertations, des ébauches d'interopérabilité? Bonjour à tous et c'est bizarre que je ne vois pas mes panélistes. Et Daouda. Tout le monde a désactivé sa vidéo? Oui. D'accord, c'est comme si c'était entendu que les panélistes devraient être invisibles. Voilà, c'est bon comme ça, cher. Daouda et Koura, voilà. Ben, c'est plutôt le contraire, c'est l'organisateur qui a apparemment... Non, pourtant, non, je n'y ai pas touché. Hein. C'est étonnant, mais on va regarder ça. Voilà, regardez. Donc, je salue déjà tout le monde, hein, notamment Madame Ten, Daouda. Je vous remercie aussi de nous offrir l'opportunité d'échanger autour de cette question-là qui est hyper importante et qui est à son heure, on va dire. Je commencerai juste
peut-être avant de répondre à la question, de compléter un peu l'intervention de Mme Aïdara sur le cadre réglementaire, donc, qui a beaucoup plus mis l'accent sur effectivement les dispositions côté télécom qui touchaient l'activité de mobile money, en précisant que le régulateur bancaire, aussi bien la BCEAO, la commission bancaire, a émis quand même une batterie de textes au-delà de l'instruction 08-2015, donc qui encadre vraiment cette activité-là, qui vont jusqu'à la gouvernance et la gestion des risques, mais aussi qui intègre un volet important qui est la surveillance des transactions. On est dans un domaine où le risque il est hyper important, notamment en termes de blanchiment. Donc, et au-delà, même récemment, par rapport à la protection des détenteurs de monnaie, il y a un nouveau texte sur la gestion des réclamations clients, n'est-ce pas, qui vient d'être produit et mis à la disposition des établissements de monnaie électronique. Donc, sur la question de l'interopérabilité, donc, je vais dans le sens de ce que Mme Sen dit, hein, c'est un projet qui est hyper complexe. Et la complexité fait qu'on ne peut pas y aller d'une manière trop rapide sans mesurer l'ensemble des enjeux. Et nous assurer que les attentes par rapport à un projet similaire seront atteintes. Donc, il y a déjà d'emblée 3 grands chantiers à considérer. Donc, le premier chantier, c'est la définition du modèle économique, n'est-ce pas? Donc, et il y a des groupes qui sont initiés par la Banque centrale qui y travaillent. Il y a un deuxième volet qui est technique. Et les volets techniques demandent beaucoup de développement, beaucoup d'intégration, beaucoup de sécurisation, beaucoup d'interfaçage, n'est-ce pas, entre les systèmes des établissements de monnaie électronique ou en tout cas des acteurs du secteur avec la plateforme centrale. Et il y a aussi la partie, on va dire, régulation et conformité. Non, on sait très bien que les textes, la production des textes n'est pas chose aisée, donc il faudra encadrer l'ensemble de ces dispositions-là. J'en viens à la question, pourquoi ne pas y aller sans entendre le régulateur? Cette question me fait un peu sourire parce que nous sommes des établissements régulés. Soit nous, directement en tant qu'EME, soit les EME qui soutiennent un peu les autres acteurs. Donc, on ne peut pas aller dans un sens sans instruire le dossier auprès de la BCEAO, donc qui, comme je le rappelle, pilote le projet avec les différents chantiers. Nous avons des exigences de conformité qui font que autant nous pouvons, dans le cadre de partenariats comme Banque Toilette et autres là, nouer des relations directes, mais sachant que même ces relations-là sont validées par la Banque centrale avant qu'on puisse les mettre en œuvre. Par rapport globalement donc à l'interopérabilité qui demande la contribution de tous, nous sommes obligés de nous linker, en tout cas d'être alignés avec la posture, la démarche initiée par la Banque centrale avant d'y aller. Nous saluons quand même aussi l'effort d'inclusion qui a été effectué par la Banque centrale qui nous a effectivement associés à la réflexion. Les équipes, en tout cas Orange Finance Mobile Sénégal, sont dans les différents groupes qui réfléchissent sur la mise en œuvre des différents chantiers. Nous estimons qu'après cette crise, une fois cette crise, on va dire, sanitaire et économique traversée, une accélération, en tout cas, sera apportée à la mise en œuvre de cette interopérabilité que nous attendons avec sérénité, avec intérêt, n'est-ce pas? Et nous sommes vraiment disposés à nous conformer à ce qui sera défini. Cheikh, avant de donner la parole à Daouda Deme qui représente la FinTech Bizao dans ce panel, je vous pose une question et sûrement vous serez à l'aise là-dessus parce que vous connaissez évidemment bien les télécoms. Est-ce que l'interopérabilité ne risque pas de connaître le même sort que le free roaming? Je m'explique rapidement. On a pris beaucoup de temps pour aller vers le free roaming et entre-temps, WhatsApp et les OTT sont arrivés. Est-ce que ça ne risque pas d'arriver avec l'interopérabilité à force d'être coupable de lenteur? Moi, je suis plutôt optimiste. Hein. Notons que l'interopérabilité existe déjà dans d'autres domaines.
le domaine bancaire est là, les télécoms, n'est-ce pas? Donc, c'est une opportunité pour l'ensemble des acteurs car ça ouvre davantage le marché et fait naître des opportunités. Donc, je pense que en tout cas, dans le cadre des travaux qui sont réalisés, même si l'échéance initiale a été dépassée compte tenu éventuellement de la crise. Donc, moi, je suis persuadé et optimiste que les travaux verront un aboutissement et que, comme ça allait dans d'autres domaines, dans le domaine des services financiers, l'interopérabilité sera une réalité bientôt. Merci, merci beaucoup, cher Diong Mbaye et Madame Kouratine Sen de Orange Money et de Wave. Daouda, vous, j'ai l'impression que, comme l'a dit Koura rapidement, que les agrégateurs ont dépassé un peu le problème parce que eux, c'est déjà des agrégateurs. Donc, vous n'êtes pas dans les mêmes soucis que les autres en termes d'interopérabilité, vous êtes déjà, non? Merci de réactiver votre micro. Ok, merci. Donc, je disais que ça s'est fait de façon naturelle avec les intégrateurs. Seulement que, aux yeux de la Banque centrale, déjà, les agrégateurs n'ont pas un statut. Et c'est quelque chose aussi à déplorer. Je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus pour donner un statut aux agrégateurs. Parce que c'est pas des fintechs, normal, entre guillemets. C'est un nouveau type de fintech aujourd'hui qui opère dans l'espace UEMOA. Donc, il faut vraiment qu'on cherche exactement quelle est la place des agrégateurs parce qu'on devient de plus en plus nombreux. Autre chose, c'est que, comme l'a dit Koura et Chef Dion, c'est vraiment un projet très complexe parce que c'est un contrat aujourd'hui qui doit centraliser tous les services financiers. Quand on parle maintenant de services financiers numériques, c'est pas seulement, pour moi, c'est la continuité même de l'interopérabilité bancaire. Donc, c'est pourquoi je pense qu'on a donné le projet même à UEMOA pour héberger la plateforme d'interopérabilité parce qu'ils ont l'expérience. Ils l'ont déjà fait avec près de 116 banques. Donc, c'est juste une continuité. C'est vraiment de pouvoir coordonner parce que là, la Banque centrale a un rôle de coordinateur pour tous ces fintechs, toutes ces banques-là, mais surtout aussi, on les oublie, même les facturiers en font partie. Donc, c'est vraiment tous ceux qui utilisent les services financiers numériques qui deviennent des acteurs de l'interopérabilité. Donc, il y a beaucoup d'aspects aujourd'hui qui doivent faire l'objet de coordination. C'est par exemple les critères d'adhésion. Comment pouvoir, par exemple, qui va y participer, qui sera sur la plateforme. Ça, ce sont des questions à soulever. Il y a aussi les règles de participation. Une fois que l'adhésion a été accordée, sur quelle base et sur quels critères pertinentes, quelles sont les règles de participation. Donc, ce sont des discussions aussi à mettre en place. C'est aussi les règles de vote. Le format, par exemple. Aujourd'hui, le format des messages de Orange Money, c'est différent des formats de messages, par exemple, de Wave ou bien de Bissau. Donc, on doit s'accorder sur comment on peut avoir un message, par exemple, commun. Et en parlant aussi d'interopérabilité, il faut s'accorder sur une marque commune. Donc ça, ce sont des discussions aujourd'hui qui demandent beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs-là n'ont pas les mêmes business models. Cheikh Diong en a parlé. Il faut coordonner aussi et tomber d'accord sur quel business model il faut mettre en place et quels sont les revenus sharing à mettre en place. Parce que là, tu prends par exemple d'un opérateur A vers un opérateur B, c'est comme deux points de service où on fait du transfert d'argent. Donc, chacun doit avoir sa part. Et derrière aussi, est-ce que la Banque centrale aura une part sur ses fees ou bien est-ce qu'elle va le faire de façon à but non lucratif? Tout ça, ce sont des questions aujourd'hui qui sont soulevées et vraiment,
ça demande beaucoup de temps. Maintenant, Cheikh disait tout à l'heure qu'il est optimiste aussi par rapport à ce projet. Nous sommes tous optimistes, seulement que aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, Ousmane, en parlant de WhatsApp, ainsi de suite, de Viber, et des autres messageries qui ont un peu cassé le rythme de la voix. Aujourd'hui, il y a des multinationales qui sont en train de préparer une interopérabilité même africaine. Aujourd'hui, un projet comme Mojaloop, qui est un projet de la fondation Bill Gates, qui est soutenu par Google, c'est quelque chose qui peut, soit, il y a deux choses, qui peut conforter le projet de la Banque centrale, si la Banque centrale se l'approprie, ou bien qui peut casser le rythme du projet de la Banque centrale sur l'interopérabilité. Donc, je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui se passent dans l'écosystème où il faut prendre en compte. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est difficile parce qu'on est dans l'espace UEMOA, c'est moins de 200 millions, alors qu'au Nigeria, c'est plus de 200 millions de personnes. C'est un seul écosystème. Il y a plus d'acteurs au Nigeria que dans l'espace UEMOA. Et ils ont pu au moins avoir une seule identité, par exemple, numérique avec la mise en place de nos NIPS. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est difficile, mais il faut savoir que c'est un projet de la Banque centrale. Et un projet de la Banque centrale, ça prend des années. Ils sont en train de faire le possible, en tout cas. Le chef en a parlé, en mettant en place des groupes de travail. Et ça commence à donner, en tout cas, du fruit. Et on verra exactement qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup, Daouda. Retour vers Kouratine Sen, directrice générale de Wave Mobile. Aujourd'hui, comment est-ce que les opérateurs devraient y aller? C'est vrai qu'on parle d'interopérabilité, mais en même temps, j'imagine que chez chacun d'entre vous, on se prépare en termes de formation, de budget également, non? Alors, comme je l'ai dit en introduction, donc Wave n'a pas la même chance qu'Orange Money de faire partie des travaux de la Banque centrale. Oui. Donc, nous allons découvrir, en fait, ce qui est attendu. Donc, nous allons prendre le train en marche quand ce sera lancé. Mais de toutes les façons, d'un point de vue… Donc, même si nous ne sommes pas à la table, nous pensons que les EME qui nous représentent pensent aussi à nous parce qu'on est du business pour eux. Donc, nous pensons que quand les choses seront lancées, comme le fait d'habitude par la Banque centrale, il y aura un délai de mise en œuvre. Ce ne sera pas lancé aujourd'hui pour demain. Donc, il y aura un délai de mise en œuvre et nous prendrons le train en marche. Et parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos clients nous le demandent. Ça veut dire aujourd'hui, nos clients nous demandent pourquoi on n'est pas connecté avec d'autres mobile money. Parce que eux, et pour moi, après, on n'a pas encore parlé des avantages pour nous. Tout à l'heure, je pense que j'ai brossé rapidement les avantages pour le client. Oui. Voilà, qui sont très nombreux parce que ça permet en fait une plus grande fluidité des opérations et ça permet à chaque concurrent en fait d'être plus visible, en tout cas d'être accessible via l'autre et de pouvoir donner sa proposition. Et pour le client final, ça se décline comme… Je ne suis pas obligée de faire des kilomètres pour aller faire une opération. Je le fais avec le premier point que je trouve parce que dans ce point-là, je peux faire tout, quel que soit mon compte. Je peux payer chez un marchand, quel que soit le compte qu'il a. J'ai le compte A, il a le compte B, je peux quand même payer. Donc, on ne voit que des avantages pour le client, sauf la question du coût. On ne sait pas combien ça va coûter pour le client final. Alors, pour nos opérateurs, vous l'avez déjà dit, il y aura des ressources à mettre en œuvre, techniques et humaines. Donc déjà, ça, c'est un coût pour nous. Après, il y a des avantages.
le premier avantage que je vois, c'est que c'est dans notre métier, le plus dur, c'est de construire et de maintenir un réseau de distribution. Oui. Ça, c'est... Et en fait, l'avantage, c'est qu'on pourra, je veux dire, le réseau de distribution actuel de tout le monde sera mutualisé pour tout le monde. Donc, on pourra s'appuyer sur des réseaux. Et donc, je pense que ça vient à juste titre parce qu'en fait, aujourd'hui, déjà, le réseau de distribution, un agent, il est multiservice. Il est déjà multiservice. Il offre tout. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour lui parce qu'il a une multitude de comptes. Il est vraiment multiservice. Il offre plusieurs produits. Il doit gérer plusieurs comptes. Et quand il a 5 millions à investir dans le mobile money, il faut qu'il se casse la tête pour dire, OK, combien je mets dans Wave, combien je mets dans Tête, combien je mets dans Tête, combien je mets dans Tête. Anticiper le besoin du client parce qu'il peut très bien mettre tant dans A et que le client vienne lui demander B et il n'a pas. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que le réseau est prêt parce que le réseau est déjà multiservice. Et le réseau, il trouvera son avantage parce qu'aujourd'hui, un agent du réseau gère plusieurs comptes. Demain, il pourra avoir un compte et puis s'en sortir. Nous, en tant qu'opérateurs, voilà, les avantages, c'est de pouvoir mutualiser ce qui existe déjà, nous appuyer sur ce qui était avant là. Après, la question du coût revient toujours. Oui. Le coût, comme l'a dit, je pense que M. Mbaye l'a dit, le modèle économique, c'est vraiment très important. Comment on va faire pour sortir un modèle économique qui agrée tout le monde, vu comment on est très différents? Voilà, il y en a qui gagnent sur les dépôts, d'autres qui gagnent sur les retraits, d'autres qui gagnent sur les transferts, d'autres qui gagnent sur les paiements. Donc, voilà un gros dilemme pour les régulateurs. Voilà, il y a la partie technique aussi et la partie la régulation. Monsieur Mbaye l'a dit, il y a des exigences dans notre métier. En fait, le mobile money, c'est pas simple. Il y a des exigences de conformité, il y a des exigences de KYC pour éviter aussi les risques de blanchiment, de financement du terrorisme. Donc, comment être sûr que tout ça s'est consolidé tout au long de la chaîne avec tous les acteurs? Comment un acteur A va faire confiance à un acteur B? Comment on va séparer les responsabilités demain? Voilà, des grandes questions qui font que ça ne peut pas sortir demain. Et des grandes questions qui font, même quand la BCEAO va décider, elle va donner du temps à tout le monde d'embarquer. Donc, même si la BCEAO décide, pour moi, en tout cas, en fin décembre, allez, OK, on est prêt pour lancer l'interopérabilité, j'imagine qu'elle va donner 6 mois, 3 à 6 mois, en tout cas, à tous les acteurs pour pouvoir se conformer et que ça puisse démarrer. Et donc, pendant ce laps de temps-là, bien sûr, Wave se mettra à niveau parce que Wave a envie d'exister dans ce marché. Et Wave, c'est aussi que c'est le futur. C'est inéluctable, en fait. C'est le futur. On doit se connecter, on doit se parler parce que le client le veut. Merci, merci Koura. On va également parler un peu plus tard des codes USSD parce que, évidemment, on sait que parler de la monnaie électronique, de mobile money, c'est également parler des codes USSD, mais on peut se demander également s'il faut aller au-delà ou pas, parce qu'évidemment, il y a d'autres mécanismes comme le QR code. Je sais que vous y êtes, je n'ose pas le dire autant de Cheikh Diong, mais comme il est là, il va nous expliquer. On va évoluer un peu là-dessus avec le propos plus tard à la RTP pour nous faire un bilan de cette libéralisation des codes USSD. J'ai eu la chance d'y être, c'était sous le magistère d'Abdou Karim Sall. La RTP d'ailleurs qui nous promet de faire de son mieux pour venir répondre aux nombreuses questions qui se bousculent là même sur mon écran concernant bien sûr la régulation parce que évidemment, vous l'avez très bien rappelé, quand on est plusieurs et que de surcroît on n'est pas de même taille, il est évident qu'il faut qu'il y ait une régulation pour permettre à tout le monde de vivre dans un même écosystème. Cheikh Diong, pour évoluer un peu, un regard après tout ce qui a été dit jusqu'ici. Pour ne pas vous orienter, je vous ouvre grand le boulevard. Ouais, enfin, le regard que je pose, c'est effectivement pertinent de s'interroger. Parce que, au minimum, en termes de facturation, il y aura 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le raccordement à la plateforme nous coûtera quoi ou combien. Ensuite, quel niveau de facturation pour le client? Nous sommes conscients que le régulateur veut que les tarifs aillent à la baisse. Et enfin, quel commissionnement entre acteurs? Si aujourd'hui mon réseau est utilisé par un partenaire tiers,
où j'utilise son réseau, quel sera le système de commissionnement? Donc, tout ça, en tout cas, c'est des questions sur lesquelles, effectivement, comme on l'a dit, les groupes travaillent, mais qu'il faudra trancher pour un peu avoir beaucoup plus de visibilité sur les éventuels avantages liés à ça. Au-delà de tout ce qui est accès à un réseau de distribution plus vaste, à tout ce qui est marché plus large, n'est-ce pas? Donc, il y a en tout cas des questions qui seront débattues dans les groupes, j'imagine, et de concertation, en concertation avec les différents acteurs, il faudra que les différents modèles soient bien définis. Vous avez parlé d'investissement, effectivement, aujourd'hui, ne serait-ce que sur le chantier technique, il y a à financer les développements de l'interfaçage, n'est-ce pas? Sur la partie service après-vente, il y a une grosse problématique, n'est-ce pas, de SAV. Si le client peut se présenter au niveau de n'importe quel point de vente et de faire ses transactions, après, qui sera en charge du SAV? Quelle sera un peu la diligence aussi de la plateforme de GIM à transmettre les informations pouvant traiter les signalisations ou les réclamations des clients? Donc, tout ceci, en tout cas, nous amène à davantage percevoir la complexité de ce projet-là. Donc, et j'espère que tous les acteurs seront mis à contribution pour que les décisions qui sortiront en termes de régulation de cette interopérabilité-là satisfassent les différents acteurs, que sont les VME ou les autres acteurs qui sont adossés à des VME. Merci beaucoup, Daouda Deme. En n'oubliant pas de réactiver le micro. Merci. Merci, Daouda. Voilà, moi j'aimerais bien parler de l'intervention de Madame Aïdara sur l'USSD. Oui. Pour vous dire juste que, bon, elle a résumé à la chose en disant que aujourd'hui, la démocratisation de l'USSD est une chose importante pour, déjà au Sénégal. Moi, j'ai toujours combattu pour, en tout cas, cette libéralisation parce que l'USSD reste le seul outil qui peut nous permettre aujourd'hui de délivrer des services financiers numériques dans des endroits où il n'y a ni Internet ni électricité. Et souvent, c'est vraiment pour l'inclusion financière. Alors, l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, les banques qui veulent utiliser l'USSD ne peuvent pas, aujourd'hui, en interne, pouvoir développer quelque chose pour eux-mêmes. Donc, il y a des acteurs qui sont là pour faire des offres pour ces banques-là, pour, en tout cas, ces acteurs de la finance numérique, en leur donnant, par exemple, des plateformes où ils peuvent faire des offres ou bien proposer quelque chose à leurs clients en termes de SSD. Maintenant, il y a toujours un boulot d'étranglement avec les opérateurs parce qu'il y a l'octroi de ton code USSD oui. par la RTP et il y a l'interconnexion que tu dois faire avec tous les opérateurs. Je crois que ça aussi, c'est aujourd'hui un souci que les acteurs de la finance numérique ont de pouvoir en tout cas minimiser les investissements en termes d'interconnexion avec le SSD. La dernière chose par rapport à ça, c'est le manque de communication de la RTP par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du SSD, on ne sait pas exactement si on facture la requête. Et ça, c'est vraiment une question que je demande à M. Diong. Oui. Est-ce que, par exemple, on vous dit juste que c'est facturé à 50 francs. Je ne sais pas exactement si c'est la requête qui est facturée à 50 francs ou bien si c'est la session qui est facturée à 50 francs. Et oui. Vouloir être interconnecté avec un acteur qui fait la même chose que toi, c'est souvent un peu difficile parce qu'il y a la concurrence et tout. Aujourd'hui, Orange Money, s'il veut avoir de l'USSD, il n'y a pas d'investissement en termes de CAPEX ou de ROPEX. Alors que nous,
Par exemple, les acteurs qui ne sont pas des opérateurs, on a besoin d'être facturé. On est obligé d'être facturé par chaque session ou bien par chaque requête. En tout cas, c'est des choses qui sont là aujourd'hui, qui demandent beaucoup de débat pour pouvoir être résolues. Merci, merci Daouda. Comme promis, donc, nous allons suivre la deuxième intervention de Madame Aïdara de l'ARTP, l'Autorité de régulation des télécoms et des postes, sur cette libéralisation du code USSD. Nous lui avons demandé qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de cette ouverture 2 ans, si je ne me trompe, après l'opération. Voici sa réponse. En fait, voilà, je pense que c'est une très, très, très bonne question parce que nous, quand on a lancé le projet, 1 an après, on a fait l'évaluation. C'est comme ça, c'était pour en tirer les conséquences et s'il y a des difficultés, effectivement, d'ajuster. On a vu que les gros, hein, les fournisseurs qui ont une activité qui est un peu conséquente, ont pris des services. Mais il faudrait-il le rappeler aujourd'hui qu'on a constaté quand même que le fait que les gens ne sont pas trop habitués ou expérimentés à l'utilisation, parce qu'il faut séparer les choses. Il y a l'utilisation de l'USSD, mais il y a aussi le développement des plateformes qui sont derrière la technologie. Donc aujourd'hui, même si on vous donne un code USSD et que vous n'êtes pas en mesure de développer un menu derrière pour permettre à vos abonnés d'accéder à votre menu et faire effectivement s'abonner à vos services, il y a des difficultés. Et on a effectivement qu'il y avait des choses. La première chose qu'on a constatée, c'était la réticence des acteurs par rapport à la tarification. Donc les gens disent que le fait qu'au début, après le lancement, que la tarification à 50 francs, c'est quand même un frein. Parce que pour ceux qui vont, en tout cas, développer leur business, ils pensent que derrière, c'est pas rentable pour eux, dit aux tarifications qui, selon eux, c'est élevé. La deuxième chose aussi, c'est au niveau des opérateurs, ils nous ont quand même fait le point sur le fait qu'il y a certains acteurs qui ne maîtrisent pas cette technologie. Parce que soit ils sont plutôt évolués dans une activité purement financière, donc ils ne maîtrisent pas la technique. Et ça aussi, c'est un frein. Comment la RTP a rajusté, en fait, on a baissé les tarifications. C'était en 2020. On a baissé les tarifications de 50 à 80% selon le différent, en tout cas, prestations liées à l'USSD, hein, parce qu'il y en a 3. Hein. Il y a la maintenance, il y a l'interconnexion et il y a les tarifications liées aux sessions. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, on est en pleine réflexion. Vous m'entendez? Alors, oui, moi j'entends. Il y a quelques soucis visiblement, soit avec le son, soit à mon niveau. L'interconnexion voilà. Et il y a les tarifications liées aux sessions. Ça s'arrête là. Un regard un peu Daouda, on reviendra un peu sur la suite de la vidéo, c'est important. Un regard Daouda sur ce USSD après ce que vous en avez dit. Actuellement, est-ce que vous pensez que c'est le seul horizon qu'il nous faut ou bien il faut s'ouvrir davantage en termes de moyens, de technologie, de paiement? Elle en a parlé. Je crois qu'avec des acteurs qui seront des intermédiaires entre la RTP et les opérateurs, pour que les acteurs, si tu veux par exemple aujourd'hui avoir une interconnexion avec les opérateurs, tu n'as pas besoin d'aller chez chaque opérateur. Tu as juste besoin d'être interconnecté par un seul opérateur. Un seul acteur qui est l'agrégateur de l'interconnexion de ces opérateurs-là. Et ça, c'est déjà un pas vers l'avenir. Et c'est très important parce que ça diminue aussi en termes d'investissement.
Autre chose, c'est qu'il faut voir en termes de contenu. Et ça, c'est vraiment du côté des providers de USSD. En termes de contenu, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'USSD? Parce qu'avant, c'était des services de base pour, par exemple, regarder quel est le solde de ton compte, ou bien faire des services, en tout cas faire des opérations de base. Mais maintenant, c'est de voir exactement quels sont les autres services en termes surtout bancaires, des services bancaires, ou bien des services même de transfert d'argent, de paiement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que c'est vraiment quelque chose de basique qu'on peut utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des zones où il n'y a ni Internet ni électricité. Les codes barres, c'est bien, mais on ne peut pas aujourd'hui aller, par exemple, au fin fond de Kédougou où il n'y a ni Internet ni électricité pour utiliser des codes barres. Donc, l'USSD, partout où il y a du GPRS, on pourra l'utiliser. Donc, en tout cas, en termes d'avancée sur l'accès, c'est déjà bien. Maintenant, il faut voir quel est le contenu qu'il faut mettre en utilisation. Parce que l'USSD reste toujours un outil. Maintenant, un outil, il faut voir exactement quels sont les contenus à mettre. Oui, et un outil même à côté d'autres outils en même temps pour donner le maximum de liberté, de marge de manœuvre aux clients. Je me hasarde un peu à donner une piste alors que je suis même pas un mauvais expert du secteur numérique. Je vois Madame Sen qui se moque un peu de moi, mais je prendrai ma revanche un peu plus tard. Je reviens également vers Cheikh, mais pour finir un peu sur le bilan, c'est important de cette libéralisation du USSD. Nous terminons avec Madame Aïdara et puis nous nous retrouvons juste après avec Koura et Cheikh Diong. Et ça aussi, c'est un frein. Comment la RTP a rajusté, en fait, on a baissé les tarifications. C'était en 2020. On a baissé les tarifications de 50 à 80% selon le différent, en tout cas, prestations liées à l'USSD, parce qu'il y en a trois. Il y a la maintenance, il y a l'interconnexion et il y a les tarifications liées aux sessions. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, on est en pleine réflexion et prochainement, on va lancer une consultation publique pour accueillir les avis et suggestions des parties prenantes sur l'introduction d'un agrégateur que lui, il sera un intermédiaire entre les fournisseurs de services à valeur ajoutée qui évoluent dans une activité de services financiers sur mobile et les opérateurs. Non seulement ça va baisser les prix côté opérateur parce qu'on peut avoir peut-être 2 ou 3 prestataires qui seront interconnectés aux plateformes des opérateurs et derrière les fournisseurs sont interconnectés à leur plateforme et peuvent aussi aider dans l'activité support concernant le développement des services chez l'USSD, notamment le menu, entre autres. Et plus de ça, on a mis en place un comité consultatif qui est chargé de promotion, qui est chargé de développement des services numériques et à la promotion de l'innovation, qui est constitué de l'ensemble des parties prenantes. C'est les EME, les opérateurs, les fournisseurs de services. Et l'objectif, c'est vraiment de créer un cadre d'échange et de concertation avec l'ensemble des acteurs et de prendre, en tout cas, les difficultés, les questions, de l'adresser les unes après les autres. Et ensemble, on trouvera en tout cas une solution qui permet vraiment de développer davantage l'activité liée notamment au code de USSD. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame Aïdara. Madame Sen Kouratine, DG de Web. Aujourd'hui, on devrait envisager comment l'avenir un peu de ces technologies, USSD seulement, QR code à côté, d'autres mécanismes. On doit faire quoi? Alors, donc, je connais bien Madame Aïdara, puisqu'on a eu en fait à travailler avec la RTP sur ce dossier de libéralisation du code USSD. Donc, on a été associés aux travaux comme fournisseur de services à valeur ajoutée avec les opérateurs. Donc, nous sommes passés par tous ces détails qu'elle cite, comment mettre en place, comment se passe l'intégration,
le tarif, comment vraiment réguler le tarif pour que ce ne soit pas trop cher pour nous. Ce qui était aussi très compliqué, c'est qu'en fait, les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont très différents les uns des autres. Nous avons des typologies différentes, nous avons des services financiers, mais nous avons aussi des fournisseurs de services à valeur ajoutée qui veulent bénéficier de ce code USSD pour mettre à disposition des choses gratuitement. Et donc, ils ne peuvent pas supporter certains coûts. Donc, c'était un peu compliqué. Nous, aujourd'hui, notre conviction côté Wave, voilà, on sait quels sont les avantages de ce canal. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est juste un canal comme un autre et nous ne lui donnons plus l'importance en fait, qu'on lui donnait avant. Il n'est plus un blocage pour nous. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, OK, l'USSD est accessible n'importe où, comme vient de le dire Daouda. Il n'y a pas besoin de trop de technologie. Mais aussi, il n'est pas accessible aux populations. Parce qu'en fait, l'USSD est quand même, le parcours, comme l'a dit Mana Aïdara aussi, le parcours n'est pas simple pour un client final. Donc, aujourd'hui, l'USSD peut être accessible en milieu rural, mais il n'est pas forcément accessible d'utilisation aux personnes qui habitent dans ce milieu rural-là. Donc, nous avons préféré miser sur d'autres canaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit tous les freins qu'il y a autour de l'USSD. Et la vraie raison, c'est qu'aujourd'hui, l'USSD doit être mis à disposition par des opérateurs qui sont par ailleurs nos concurrents à travers leur filiale eux-mêmes. Donc, on comprend bien que ce ne sera pas chose aisée. Ce ne sera pas aussi facile. Et l'USSD est un canal unique qui est facile de mémorisation pour le client final, mais aussi qui est vraiment facile à perdre, en fait. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais ce que je veux dire, c'est un canal risqué pour nous qui ne sommes pas opérateurs. C'est un canal risqué. C'est un canal qui n'est pas forcément accessible aux personnes qui doivent l'utiliser. Il est accessible techniquement, mais il n'est pas forcément accessible dans l'utilisation. Donc aujourd'hui, on le considère comme un autre canal, mais on n'en fait pas tout un drame. Voilà, ce n'est pas notre canal privilégié, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, et encore, aujourd'hui, je salue les efforts, Mana est arrivé. Je salue les efforts de Mana qui s'est battu corps et âme pendant des mois et des années pour libéraliser ce code USSD. Mais la tarification, voilà. Aujourd'hui, parfois, nous, petits acteurs, avec les télécoms, on peut avoir une meilleure tarification. Parce qu'on y va, parce qu'on parle avec le cœur, parce qu'on négocie, parce qu'on parle de ce qu'on veut faire avec. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je salue les efforts. Je pense que ça va servir à beaucoup de gens. Moi, je vois beaucoup de banques sont fiers d'avoir leur code USSD. Mais nous, aujourd'hui, du côté Wave, voilà, c'est quelque chose qu'on a démystifié. C'est quelque chose qu'on a démystifié parce qu'il était tellement bloquant pour beaucoup de gens, y compris pour nous au démarrage. On a perdu beaucoup de mois à réfléchir sur comment le mettre en place. Et je veux dire que nous sommes passés à autre chose. Merci. Et toutes ces autres choses-là aussi, nous attendons l'ARTP, le soutien de l'ARTP. L'ARTP est très attendu et je comprends pourquoi Koura a presque applaudi à l'arrivée de Mana Aïdara et ça se comprend très bien parce que elle concentre en tous les cas beaucoup de questions de la part de ses copanélistes, mais également de la part de notre public qui pose des questions. Mana Aïdara est arrivée, mais avant elle, quand même, une question pour Cheikh Diong sur le USSD. J'avoue, en tout cas, moi, parce que je suis d'abord un usager, un Sénégalais comme tout le monde, quand je dois faire tout ce parcours, c'est tellement long, d'autant plus que moi, je suis naturellement très pressé, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que, Cheikh, vous n'envisagez pas d'aller vers le QR code et d'autres technologies si je suis dépassé par l'actualité? Corrigez-moi. Merci Ousmane. Enfin, je profite aussi pour un peu peut-être repréciser oui. le positionnement de Orange Finance Mobile Sénégal par rapport au groupe Sonatel, dont OFMS est filiale, en disant que notre régulateur, qui est la BCEAO, accorde vraiment du prix à
l'indépendance de l'EME que nous sommes. Et nous exige de tracer toutes les relations que nous entretenons avec notre maison mère au travers des contrats. Et ça me permet de dire que le propos, en tout cas de Daouda, qui disait qu'un accès à l'USSD pour OFMS ne demandait pas de mobilisation de CAPEX ou d'OPEX, est un propos qu'il faut vraiment corriger, parce que autant que les autres EME, nous, OFMS, Orange Finance Mobile, on a une relation de client-fournisseur avec notre maison mère et nous payons bien toutes ces prestations techniques qui sont délivrées dans le cadre de ce contrat-là. Et ça, la Banque centrale y accorde du prix et le contrôle au travers de ces missions de vérification. Donc, il n'y a vraiment aucune subvention, n'est-ce pas, pour dire simple, de la maison mère comparativement à ce que d'autres, en tout cas, concurrents dans ce domaine-là pourraient, par exemple, demander à Sonatel des services similaires. Hein. Donc ça, je tenais vraiment à le préciser. Maintenant, est-ce que l'USSD est la seule technologie? Bien non. Pour moi, l'offre dans le domaine du mobile money doit être multicanal. On a démarré avec l'USSD parce qu'effectivement, une technologie simple, n'est-ce pas? Il n'y avait pas une aussi forte taux de pénétration des smartphones au Sénégal. Donc, on a démarré avec l'USSD. Maintenant, les applications mobiles font les gens, n'est-ce pas, dans l'écosystème. Donc, le QR code dont on en parlait, si vous visitez certaines grandes surfaces, vous verrez que beaucoup en tout cas, d'opérateurs commencent à le mettre en place. Donc, tout ça, pour moi, la logique, c'est de mettre en place une offre au travers des différents canaux. Donc, une offre multicanal, que ce soit via les USSD ou via les autres technologies qui permettent de délivrer les services. L'important, c'est qu'on est dans une logique d'inclusion, qu'on ait suffisamment de technologies pour toucher tous les clients. C'est ça le plus important. Maintenant, sur la problématique de la facturation, je pense que, comme le demandait Daouda, je pense que la RTP est mieux habilitée à y répondre. Et je pense que Mme Edera en a déjà un peu parlé. Merci Daouda. Pour finir un peu de faire le tour de cette question, aujourd'hui, on devrait aller vers quoi? Je pense vous avoir posé la question tout à l'heure, mais actuellement, est-ce que vous pensez, comme tout le monde, que le USSD est fastidieux par endroit quand on est pressé? Effectivement, c'est un classement est très compliqué. Donc, c'est des sessions, il faut répondre après après deux, par exemple, jusqu'à avoir. Ça peut te prendre 1 à 2 minutes pour déjà avoir le service voulu. Oui, il y a d'autres technologies. Aujourd'hui, on parle de code QR, les QR codes. On peut après parler de la technologie RFID, de la technologie NFC, donc sans contact. Donc, en tout cas, je crois que, comme je le dis souvent, les fintechs, ça se réinvente tous les jours. Donc, et on est toujours à l'attente du client pour pouvoir répondre à ses désirs et à ses besoins. Et aujourd'hui, on est vraiment, et la situation le confirme avec la COVID, qu'on a besoin de faire tout sans contact. Et pour cela, on a besoin de l'USSD, bien sûr, mais aussi on a besoin, comme l'a dit Koura, on a besoin des QR codes, on a besoin des RFID, et ainsi de suite. Donc, je pense que la technologie ne se dicte pas. La technologie s'adapte à la réalité, s'adapte à la conjoncture. Donc, c'est très important alors de prendre les choses dans sa globalité et de pouvoir faire des offres avec des offres, en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure, Chef, des offres multicanales. Donc, quand tu fais des offres multicanales, maintenant, c'est au client final de pouvoir utiliser le canal qui est adapté à ça. Merci. Merci beaucoup, Daouda Dem de Bizao.
qui est une fintech après l'autre fintech. Maintenant, la parole à Madame Aïdara qui nous rejoint. Et nous l'en remercions. Nous savons que ça n'a pas été facile, elle était dans une autre rencontre. Mais nous avons tenu à ce qu'elle soit là, quoique les vidéos se soient faites un peu porte-parole d'elle. Mais évidemment, il n'y a jamais de pareil oui pour l'interaction avec le public, avec beaucoup de questions déjà, Madame Aïdara, qui vous attendait. J'en ai partagé une de Bouba sur le forum un peu de ce panel. Je ne sais pas maintenant si ça vous regarde ou pas. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse parce que j'étais dans une réunion, comme il a bien expliqué Ousmane. Alors, je me connecte à partir de mon téléphone portable. Oui. Et j'ai pas beaucoup d'énergie, donc si ça coupe, c'est peut-être c'est ma batterie qui m'a lâché, mais il me reste quand même quelque chose. Faut surtout pas que ça coupe. Maintenant, j'ai pas vu les questions. Je voulais juste rebondir sur la question de Cora. Ça fait plaisir de partager ce panel avec elle. Je pense qu'il y a eu une question de Cora sur la tarification. Bon, moi, je pense que la RTP a fait beaucoup d'efforts. Hein. On est parti de 50 francs la session à 9 francs. Et il me semble quand même qu'il y a des efforts très considérables. Qu'il y a eu quand même des efforts considérables. Et qu'aujourd'hui, on continue. Hein, si aussi le besoin est justifié, on peut toujours effectivement revoir la tarification parce qu'aujourd'hui, on a la méprise sur les tarifs des offres des opérateurs qu'on a intégré dans le catalogue d'interconnexion qui est approuvé par la RTP chaque année. Mais aujourd'hui, je trouve quand même que le prix est abordable entre 9, 7, 5 et 2 francs. Je pense quand même que c'est très abordable, Cora. Il faut y aller et après nous dire le retour d'expérience pour voir comment on pourrait ajuster. Ousmane, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire les questions comme ça, je peux y répondre rapidement? Oui, une question pratique de Daouda Demla tout à l'heure. Daouda, c'était quoi votre préoccupation? Non, je crois qu'elle a répondu à ça. C'était de faire en tout cas une communication sur la manière de tarification. Est-ce que c'est par session ou bien est-ce que c'est par c'est par session en fait, parce que on a plus le volume important, plus les tarifs baissent. En fait, c'est par session. Il y a à peu près 3 paliers. Et sur chaque palier, il y a des tarifications spécifiques. Par exemple, de 1 jusqu'à 300 000 sessions, on est à 9 francs. Et supérieur de 300 à 500, on est à 7 francs. Et à partir de 500 sessions et plus, on est à 5 francs. Voilà. Après, il y a la tarification pour ceux qui veulent avoir un lien sécurisé. Il y a aussi la tarification pour les liens VPN. Et on est passé de 150 000 francs par mois à 12 500 francs par mois. Donc, ça même, je pense, c'est plus de 90% de réduction sur l'accès VPN, qui était quand même une forte demande de certains acteurs qui veulent avoir la garantie de la sécurité. Oui, une fois qu'on bascule, une fois qu'on bascule dans l'interopérabilité, je sais peut-être que ça n'est pas prêt d'arriver parce qu'il faut beaucoup de travail d'ici là, Madame Aïdara. Mais une fois qu'on y est, on va gérer comment le revenu sharing pourra, pour me faire son porte-parole, quoi qu'elle soit avec nous en direct. Comment est-ce qu'on peut gérer un peu le revenu sharing et comment est-ce que grand comme moyen grand, pour ne pas dire petit, peuvent coexister dans cette interopérabilité? On va s'y prendre comment? Alors, maintenant, il faut que l'interopérabilité soit actée, qu'on a les plateformes qui sont déjà mises en œuvre et que l'interopérabilité est actée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, tout ce qui concerne le transport, la RTP aura son mot à dire. Et au moment opportun, en consultation avec les différents acteurs, on y va parce qu'on a quand même l'expérience des SMS et des paliers, la tarification des paliers qu'on a aujourd'hui. Certainement, la RTP aura son mot à dire pour toute la partie, en tout cas, canal de transport.
Maintenant, je ne peux pas me prononcer sur... À la place de la BCEAO, oui. Oui, voilà, à la place de la BCEAO, parce que quand même, c'est qu'il faut savoir que c'est le maître d'œuvre et que de notre côté, nous régulons que les supports de communication électronique. Tout ce qui est contenu, c'est du ressort de la BCEAO. Mais je ne douterai pas qu'au moment opportun, les acteurs ils vont s'asseoir sur une table et trouver une solution. Pour ce qui concerne la RTP, toute la partie support, on y va. Hein. Oui, une question de Diana Diop, qui est la chef de la cellule Smart City à la délégation au pôle urbain de Diamniadio. Il y a des questions auxquelles on a répondu, mais celle que voici, je pense qu'il faut y apporter quelques précisions. Quelle est la réglementation pour les services mobile money au Sénégal? Mais surtout l'autre question, quelle norme ouverte de l'interopérabilité pour un cadre de confiance et de protection des données personnelles de la vie privée? Madame Aïdara? Est-ce que Madame Aïdara est toujours avec nous? Elle va sûrement nous revenir. Cher Diong? Oui, peut-être répondre à la question. Hein. On en a déjà parlé à l'entame. Hein. Oui. Les textes qui encadrent le mobile money. Voilà. Pour les textes qui encadrent le mobile money, on a les textes de la BCEAO et de la Commission bancaire. Oui, alors? Oui, Ousmane, excusez-moi, j'ai perdu un peu la connexion. Cher, si on a ton accord, tu nous excuses. On va vers Madame Aïdara, on revient vers toi. Ça marche? Tout à fait. Parfait. Maintenant, Madame Aïdara, il y a une question de Diana Diop. J'en parlais à l'instant, qui est la chef de la cellule Smart City à la délégation au pôle urbain de Diamniadio. Quelle norme de l'interopérabilité pour un cadre de confiance et de protection des données personnelles et de la vie privée? Qu'est-ce que la RTP peut en dire pour nous rassurer, quoique la RTP ne soit pas la CDP, mais les questions sont imbriquées, elles sont liées. Je pense que vous avez anticipé sur ma réponse. Je pense que c'est une question qui relève d'une autorité compétente en la matière, notamment la CDP, oui. Et qui est là en charge de tout ce qui est données à caractère personnel. Maintenant, ce qui concerne nos opérateurs aujourd'hui, ils ont, par le bail de leur cahier des charges, ils ont l'obligation, effectivement, de ne pas utiliser les données à caractère personnel à d'autres fins. Ça, c'est ce que juste je pourrais dire, et c'est des questions qui relèvent de la CDP. Voilà, mais nous, de notre côté, nos opérateurs mettront les moyens techniques pour que ces données-là soient non seulement sécurisées, mais ne soient pas aussi utilisées à d'autres fins qu'elles l'est. Voilà. Merci. Je précise vraiment que ce panel est naturellement ouvert, très ouvert, et que le gentil public qui nous suit depuis 15 heures peut lever la main ou plutôt faire des participations écrites comme c'est déjà le cas. Kourassène? Oui. Oui, bon, je ne vais pas poser de questions. Je préfère vous ouvrir à vous aussi un boulevard assez large pour réagir un peu à ce que vient de dire Madame Aïdara. Après, on passe la parole aux deux maîtres du public. Ok. Donc, je pense que j'ai déjà largement parlé de l'USSD. Oui. Après, en ce qui concerne les... donc, je voulais juste rassurer Mana qu'on a vu les efforts qui ont été faits par la RTP pour arriver à une tarification plus intéressante. Et en fait, Mana, ce que tu as raté, c'est que en fait, je disais aussi qu'aujourd'hui, voilà, l'USSD est un canal comme un autre, en tout cas pour Wave, et que je voulais dire qu'il était un peu démystifié parce qu'avant, on vous a beaucoup mis la pression parce qu'en fait, on l'avait considéré comme le canal privilégié et unique dans un pays comme le nôtre. Et aujourd'hui, en fait, nous croyons à l'Internet, nous croyons au smartphone, nous croyons aux applications mobiles. Et nous vous attendons, en fait, sur ce terrain pour la régulation. En fait, on voit déjà que vous l'avez fait sur WhatsApp. Donc, nous vous attendons là, en fait, pour nous permettre de pouvoir proposer à nos clients le canal dans toute liberté, dans un secteur où voilà, on a des fournisseurs qui sont aussi dans le même domaine que nous. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les canaux. Par rapport aux données personnelles, oui, vous l'avez dit, on a un acteur, un régulateur qui est la CDP.
et qui est tout aussi important que l'ARTP et la BCAO dans notre métier. Parce qu'en fait, c'est la BCAO qui est notre principal régulateur. OK, c'est l'ARTP qui est garant en fait des canaux de communication. Mais la CDP est aussi très importante parce qu'en fait, puisqu'on manipule les données personnelles des clients, voilà, on est soumis à avoir une autorisation de la CDP avant de commencer. Et moi, ma question pour Mana, pour une entreprise comme Wave, c'est qui peut nous aider? Alors, il y a une question qui revient pour nous sur l'identification. Aujourd'hui, peut-être que je me trompe, Monsieur Bay de Orange Money pourra nous dire. Aujourd'hui, un AME comme Orange Money, à travers sa branche telco, est plus armé que Wave pour identifier les clients. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un AME comme Orange Money peut vérifier les informations d'identification qu'un client lui donne avec son numéro de téléphone. Parce qu'à travers son côté telco, ils ont accès à la base de données. À la base de données, oui. Voilà. Nous, aujourd'hui, comment, en fait, un acteur comme Wave, qui n'est pas telco, peut bénéficier d'un support du régulateur pour pouvoir être au mieux armé dans l'identification du client. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, alors on est dans un pays, aujourd'hui, nous, quand on identifie un client dans le mobile money, on se base sur la carte d'identité qu'il va nous donner, mais on sait qu'il y a des faux. Et aujourd'hui, un agent, en tout cas nous-mêmes, Wave, nous ne sommes pas nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vérifier que cette pièce d'identité est vraie. En fait, donc aujourd'hui, notre responsabilité est engagée par rapport aux moyens qu'on a, mais nous avons la volonté d'aller plus loin. Nous avons la volonté de mieux encore identifier les clients. Donc aujourd'hui, cette question, elle repose sur quel régulateur? La CDP, la RTP, la BCAO? Qui représente l'État sur ce point et qui peut nous aider en fait Quel interlocuteur en fait sur cette question? C'est quoi la réponse, Mana Aidara? Ah oui, Koura, juste pour te rassurer, c'est une question qui relève de la RTP. Parce que c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est l'identification d'abord des abonnés de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, les opérateurs, comme tu l'as aussi bien dit, ils ont l'accès à une copie de la base de données de la DAF, du ministère de l'Intérieur, pour vérifier les informations concernant la fiabilité, en tout cas des informations fournies lors de l'acquisition d'une carte SIM. C'est une question, pour moi, c'est une question de sécurité et elle est plutôt même nationale. Donc aujourd'hui, avec les fléaux de tout ce qui est cybercriminalité, on a intérêt à identifier l'ensemble des abonnés de nos différents services. Je pense que c'est une question sur laquelle la RTP pourrait aider parce que l'identification des abonnés, ça concerne la RTP. Et comme tu le sais, on a mis en place un comité qui bientôt va être installé avant la fin de l'année. On va vous convier, tu en fais partie. Et je pense que ça va être des inputs du travaux du comité. On va réfléchir sur la question parce qu'au départ, c'était plutôt l'accès aux opérateurs, mais les choses ont changé entre-temps. Et effectivement, on a besoin d'identifier les gens qui font des transactions. Et comme tu l'as dit, les filiales des opérateurs bénéficient de la base de données des opérateurs pour identifier leurs abonnés. Ce n'est pas votre cas. Donc, naturellement, on va réfléchir sur la question et vous aurez le support de la RTP. Merci Mana Aidara. Alors, c'est important, comme Koura a pris la parole, donne aussi la parole à Cher Diong. Sur ce point précis, Cher, vous pourriez dire quoi comme assurance avant de donner la parole aux deux mains levées dans le public? Rapidement, Cher Diong de Orange Finance Mobile Sénégal. Oui, en fait, par rapport à l'identification, effectivement, nous sommes assujettis à des exigences de connaissance du client. Donc, et ça, les textes qui encadrent notre activité DME sont hyper clairs. Donc, il y a l'instruction 08-2015 qui en parle. Il y a même une loi sénégalaise de 2018 sur le blanchiment des capitaux qui en parle, avec l'exigence, avant chaque ouverture de compte, de recueillir une pièce d'identité et de signer un contrat dûment renseigné par le client. Quelles que soient par ailleurs les informations qu'on peut collecter côté télécom. Il faut savoir que ce qui fait vraiment foi, ce sont les informations que l'EME a effectivement collectées.
n'est-ce pas? Les bases sont étanches, donc la base Telco est différente de la base Orange Money, n'est-ce pas? Les plateformes sont différentes. S'appuyer sur Telco, éventuellement, ça a été fait lorsque la Banque centrale a demandé, dans le cadre de la crise, d'ouvrir systématiquement des comptes sur la base de l'identification Telco, sur la base de la donnée. Mais la bonne connaissance des clients, en tout cas qui nous couvrent, c'est de recueillir formellement la copie de la pièce d'identité et de renseigner dans notre base les informations qui y sont renseignées. Mais c'est aussi de signer un contrat avec le client en veillant à ce que les informations qui y sont renseignées sont conformes. Bonne pièce, fausse pièce, tout le secteur financier est assujetti et soumis à ce même risque, y compris dans les banques. Parfois, on n'a pas l'assurance de pouvoir dire si la pièce elle est bonne ou pas. Même si aujourd'hui, il y a le levier dont parle Mme Aïdara, qui nous permet, lorsqu'on a un numéro, de le matcher avec, et ça fait côté Telco, de le matcher avec la base du ministère, le fichier du ministère de l'Intérieur. Donc, sur l'identification, oui. être en phase avec les dispositions de nos instructions. Merci, merci beaucoup, cher Diong de Orange Finance Mobile Sénégal. C'est vrai que ce débat, moi, je l'ai posé il y a quelque temps avec un spécialiste, un ancien responsable à la BCEAO et à l'UEMOA. Comment est-ce qu'on peut concurrencer, par exemple, d'autres acteurs avec armes inégales quand, par exemple, les opérateurs de téléphonie arrivent dans le monde de la monnaie électronique et de la banque avec un carnet d'adresses que les concurrents n'ont pas. Et on va poursuivre ce débat un jour, Inch'Allah, prochainement, peut-être d'ici l'année prochaine, en posant le débat sur l'arrivée des opérateurs télécoms dans le monde de la banque, en partant de votre exemple, cher Diong, l'exemple de Orange Bank. Mais ça fera l'objet d'un autre numéro des après-midi de la tech, Inch'Allah. Alors, rapidement, avant de finir, évidemment, la parole à Samba Sow et à Al Gore Bokoum qui ont levé la main dans le public. Samba Sow, pour démarrer. Bonjour Ousmane. Bonjour Samba, bienvenue. Bismillah. Merci. Excellent panel. Et merci à tous les panélistes. C'était vraiment très riche. J'ai une question particulière à Madame Aïdara. Je ne douterai pas. Oui, allez-y Samba. Voilà, donc juste pour me présenter, je m'appelle Samba Sow, je suis de SudPay, je suis le gérant de SudPay, une start-up qui s'appelle SudPay qui s'active dans le domaine de la collecte de ressources financières. Alors, ma question s'adresse à Mme Aïdara par rapport aux sessions. En tout cas, félicitations à l'RTP d'avoir fait beaucoup d'efforts sur la tarification. C'est une excellente nouvelle que j'ai reçue cet après-midi. Voilà, par contre, pour la session, ma question est que est-ce que si on démarre une session et qu'on ne termine pas cette session, là, en fait, le coût de la facturation est déjà pris en compte. C'est déjà facturé, quoi. La facturation est déjà actée. Oui, Mme Aïdara. Hello? Oui, on vous écoute, Mme Aïdara. Oui, en principe non. Parce que si, en fait, ce qu'il faut savoir, il y a des choses. Parce qu'on a un peu calculé le délai pour une session et on a mis un délai d'interruption de la session. En principe, si on a regardé comment payer, par exemple, une facturation, on a vu qu'il faut interroger à peu près 6 fois pour faire une session. Est-ce que l'interruption de session, c'est à votre niveau ou c'est par rapport au délai qu'on a paramétré pour la session? Si à votre niveau, principalement, vous devrez payer. Maintenant, si c'est dit aux performances du système, normalement, vous ne devrez pas payer. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec votre fournisseur parce que nous, on a mis les modalités et les conditions. Et après, dans l'opérationnel, c'est le fournisseur qui s'en charge. Maintenant, quand il y a des difficultés, effectivement, les gens peuvent apporter le point ou faire une réclamation au niveau de la RTP. Merci, merci beaucoup, Al Gore. Rapidement, oui, Samba d'abord, Al Gore après. Oui, Samba, terminé. Juste pour préciser, Mme Aïdara, si, exemple, sur la session, il y a 6 opérations à faire et que la session n'est pas terminée, que ça dépend de la personne, et dans ce cas, il faut supporter le coût, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des abus?
Il y a des personnes qui se connectent sur une session, qui ne les terminent pas et que l'entreprise en fait continue à payer sur des sessions qui ne sont pas terminées. Ça risque d'exploser les coûts de l'entreprise. Oui, oui, je suis en phase, hein, mais ça aussi, c'est à l'entreprise de prendre sa responsabilité. Vous savez, en tant que régulateur, on donne des orientations. Mais ce n'est pas la RTP qui va demain proposer des sessions sur sa plateforme. C'est au prestataire lui-même de mettre des chartes et au moment de souscription au contrat, de mettre ses conditions, tout en sachant qu'il a déjà les orientations de la RTP qu'il devrait prendre en compte. Merci, merci beaucoup Samba. Comme il nous reste peu de temps, on veut faire place également à Algor Bokoum. Algor, vous nous entendez? Est-ce que Algor nous entend? Ou bien on doit parler anglais? Comment il s'appelle Algor? 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 Bon, il ne nous entend pas. Peut-être. Bon, on fait un rapide tour de table avant de finir, en attendant qu'il nous rejoigne ou pas. Je retourne un peu la parole vers quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Daouda Dem de Bissau. Daouda Dem. Oui, Daouda, oui. Oui, merci pour la parole. Donc, je tenais juste à dire qu'aujourd'hui, Bissau, on a 3 services, on a 3 produits aujourd'hui sur le marché, à part le paiement marchand et le transfert d'argent. On a ce qu'on appelle le Direct Carrier Billing, qui est un système de facturation des abonnements et des contenus. D'une part, on a des sociétés de contenu et d'autre part, on a des opérateurs comme Orange Money aujourd'hui avec qui on est intégré pour pouvoir donner une offre en tout cas à ceux qui vendent des contenus, que ce soit la voix, la vidéo ou bien la musique. C'est aussi quelque chose que je voulais mettre en exergue, c'est la place on l'appelle la place des partenariats qu'il y a aujourd'hui entre les différents acteurs. Parce que, voilà, brosser tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans un écosystème où personne, ou bien en tout cas, aucun acteur ne peut partir sans l'autre, effectivement. Il y a les banques qui aujourd'hui sont en partenariat avec des fintechs. Il y a les opérateurs qui sont en partenariat avec d'autres fintechs. Et il y a par exemple des EME qui s'adossent à des banques qui sont adossés à des banques pour pouvoir faire nos activités. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est en symbiose dans l'écosystème. Par exemple, je donne l'exemple du crédit digital. Aujourd'hui, il n'y a que les fintechs aujourd'hui qui peuvent donner des moteurs de scoring aux banques ou bien en tout cas aux établissements de monnaie électronique qui veulent faire vraiment du crédit digital. Donc, c'est en tout cas une symbiose aujourd'hui qui est en train d'être faite et il faut vraiment saluer ces partenariats qui se tissent. Merci, merci Daouda. Kouratin Sen de Web. Oui. On est sur le mot de conclusion pour vous guider un peu. Le mot de conclusion. Voilà. Oui, voilà, le mot de conclusion par rapport au sujet de ce débat, c'est que voilà, l'interopérabilité est quelque chose qui est très attendu par les clients de Wave aussi. Nous sommes, et comme nous l'avons dit en fait au cours de ce débat, nous avons besoin des régulateurs, même si des initiatives émergent un peu partout, comme des agrégateurs, comme des connexions avec les banques qui permettent de faire de l'interopérabilité avec les banques, comme aussi des partenariats avec certains acteurs qui nouent en fait des partenariats entre eux pour offrir à leurs propres clients une interopérabilité avec 2 ou 3 acteurs. Donc, nous sommes à l'écoute de nos régulateurs, de la centrale, de la CDP aussi. Je ne veux pas qu'on les oublie, je pense qu'il faut qu'on les associe à ce débat. Et nous, Wave, nous sommes à la disposition, en tout cas, pour rattraper le train en marche. Je sais qu'il y a des débats qui sont en cours
auxquels nous ne sommes pas associés parce que nous sommes les derniers arrivés sur le marché. Mais nous prendrons le train en marche et je rassure à nos clients qu'on sait qu'ils en ont besoin et qu'on fera tout pour pouvoir leur offrir quand des conditions réglementaires seront mises en place. Merci beaucoup, Cheikh Diong Mbaye de Orange. Oui, pour faire court, voilà. Oui, merci Ousmane et merci à tous pour ces échanges autour de ce sujet-là qui est important. Donc, j'en profite pour dire que vraiment Orange Finance Mobile est dans une posture d'écoute et de satisfaction, en tout cas des attentes et des besoins de l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse du régulateur, qu'il s'agisse du marché globalement, donc les clients mais aussi les partenaires, et que nous sommes ouverts vraiment à travailler avec tout l'écosystème. Nous sommes ouverts à faire en sorte que toutes les décisions qui permettront de renforcer l'inclusion financière, mais la pérennité de l'écosystème soient mises en place. Merci, merci beaucoup, Madame Aïdara de la RTP. Madame Aïdara, oui, un mot de conclusion, j'ai peur du mot conclusion d'ailleurs, un mot de perspective. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour la suite? Parce qu'on ne peut même pas parler de conclusion. En un temps où on a tellement de défis en perspective, des défis réglementaires avec la BCEAO et la RTP. Actuellement, sur ce long chemin de l'interopérabilité, on va où? C'est quoi les prochaines étapes? Je ne peux pas me prononcer sur des choses qui sont pilotées par une autre autorité de régulation ou un régulateur, je dirais, qui est la Banque centrale. Oui. Mais ce que je peux rassurer les acteurs et les consommateurs, que la RTP travaille en étroite collaboration avec la Banque centrale pour faire de cette interopérabilité, en tout cas qu'elle soit effective. Et que aussi, c'est pas seulement sur l'USSD et sur d'autres. Aujourd'hui, on a mis un cadre qui sera opérationnel très bientôt pour travailler avec l'ensemble des acteurs, y compris les opérateurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée, les EME, l'ensemble, en tout cas, les parties prenantes, pour en tout cas développer tout ce qui est digital, tout ce qui est services innovants, de promouvoir l'innovation et développer des services numériques. Je voudrais aussi peut-être dire aux gens qu'aujourd'hui, ce qui concerne l'USSD, c'est quelque chose qui est opérationnel et que les codes sont mis de manière gracieuse à la RTP pour accompagner les acteurs et que les modalités et conditions sont déjà fixées pour assurer la personne qui a posé tout à l'heure une question pour lui dire aujourd'hui la session elle est de 20 secondes et que le délai le time out c'est de 60 secondes. Donc, sur la base de ça, ils peuvent faire le paramétrage de leur système. Voilà, Ousmane, il y a tellement de chantiers qui vont être ouverts en 2021 pour vraiment booster ce marché et promouvoir l'innovation et surtout permettre à l'ensemble des consommateurs d'avoir accès à des services abordables, mais aussi innovants. C'est ça, en tout cas, ce qui anime la RTP. Merci, merci infiniment Mana Aïdara de la RTP, Kouratine Sen de Web Mobile, Web Sénégal, Daouda Dem qui est Project Manager Officer à Bizao et puis nous avons également reçu la participation de Cheikh Diong Mbaye qui a représenté Orange Finance Mobile Sénégal sur ce panel. Merci infiniment à tout le monde, merci à ce généreux et très fidèle public qui depuis plus de 5 mois aujourd'hui, depuis que nous avons lancé les après-midi de la tech, que nous avons appelé Covitech là au départ, parce que nous sommes convaincus que entre secteurs, que dans un même secteur, les acteurs peuvent se retrouver, doivent se retrouver pour échanger sur des problématiques qui font évoluer le secteur et les problématiques qui les intéressent. Dans un premier temps, on nous disait que c'est difficile de réunir des concurrents, mais c'est notre responsabilité en tant que journaliste de réunir des acteurs qui ne se réunissent pas très souvent parce que, évidemment, tout le monde sera d'accord avec moi qu'on ne peut pas parler d'inter-opérabilité si, bien sûr, les acteurs ne se parlent pas. Alhamdoulilah, on a pu le réussir. Maintenant, est-ce qu'on a pu mettre un peu plus de qualité à ça? C'est à vous d'apprécier. En tout cas, c'était notre objectif de réunir les acteurs, d'échanger sur l'interopérabilité et puis la régulation avec
ces 4 acteurs qui ont accepté de répondre à mon invitation. J'en étais très ravi et très honoré à la fois. J'en profite pour remercier les partenaires de cette série de panels, ADIE, TDS, CETIC, GT Technologies, Gaïné 2000, PTN, et puis mon infographe en chef qui réalise ces images, ces infographies chaque mercredi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Nous serons le 2 décembre. D'ici là, vous serez notifiés sur la thématique que nous allons mettre au menu de ces après-midi de la tech. Et je précise également que cette vidéo qui se fait en temps réel sera disponible en mode replay dans la soirée, que vous pouvez partager à volonté. Merci infiniment à tout le monde. Merci aux acteurs présents d'avoir bien voulu participer, à nous aidant à réaliser ce panel, parce qu'évidemment, ça n'est pas évident, mais c'est heureux que vous compreniez que ça n'est pas évident et que vous mettiez la main à la pâte pour nous aider à assurer la régularité de ces après-midi de la tech. Merci à tout le monde. Merci et puis rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. À très bientôt. Merci Ousmane. Merci à tous. Allez, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.